Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de ce colloque pour leur invitation. Pour vous situer le contexte, je travaille essentiellement avec des personnes donc en libéral, en souffrant de dépression, anxiété, addiction et trauma. Je suis essentiellement thérapeute, donc je suis formée en Gestalt thérapie, EMDR, et je suis ce qu'on appelle en anglais un counselor en addiction, qui s'inspire du modèle Minnesota, qui lui-même s'inspire des alcooliques anonymes. Je reçois une population internationale, car je parle plusieurs langues, et j'ai fait mes études primaires et secondaires dans le système américain. Alors, je ne vous raconte pas ça pour vous raconter ma vie, mais pour vous expliquer que je peux parfois avoir un regard différent sur le DSM de par ma culture. Je vais parler de mon point de vue de praticienne en libéral, qui, bien entendu, est différent de ce que l'on peut faire en institution. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je pourrais apporter à cette intervention. J'ai choisi d'utiliser le DSM dans mon enseignement depuis 8 ans maintenant, lorsque je me suis rendu compte que les étudiants le critiquaient sans le connaître. Alors, il est clair que j'attendais le DSM-5 avec impatience, et je l'enseigne déjà, puisque j'enseigne en anglais, depuis 1 an. Le DSM n'a pas d'impact direct sur mes patients, sauf pour ceux qui sont également traités par un psychiatre, qui l'utilisent généralement comme référent. Parfois, les patients arrivent avec des autodiagnostics, mais je dirais que ça, c'est surtout dû à Internet. Seule exception, j'ai eu un patient qui voyageait dans le monde entier avec son DSM sous le bras, je vous garantis que c'est vrai, et qui est arrivé à la première consultation en me demandant si oui ou non il correspondait à la personnalité borderline. Et oui. Mais ça, je ne lui ai pas dit. Mais heureusement, c'est une exception. Je trouve de plus en plus dans ma pratique que les patients veulent absolument que je les mette dans des cases. Ils arrivent et ils me disent « Madame Lacroix, qu'est-ce que j'ai ?» Et c'est très dommage pour eux parce que je suis d'abord une gestalt thérapeute et donc une humaniste. Et donc, moi, les diagnostics, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est paradoxal puisque j'enseigne le DSM. Alors, c'est tout mon paradoxe. Donc, accrochez-vous, vous allez y arriver. Donc, finalement, je peux répondre à vos questions que par rapport à ma pratique. Et encore une fois, j'aime pas les cases. Revenons au DSM-5. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas dire que j'ai tout lu parce que c'est très très rébarbatif, mais je l'ai quand même beaucoup lu. Je ne peux pas encore vous dire aujourd'hui si je suis déçue ou heureuse des changements apportés. Il y a des deux. Le fait d'avoir enlevé les axes me semble dommage. Je crains qu'en libéral, et je parle bien en libéral, les questions médicales passent parfois inaperçues chez certains professionnels, ainsi que ce qui concerne le contexte psychosocial. L'axe 3 et 4 du DSM-4-TR obligeait les jeunes à se poser ces questions. D'un autre côté, l'aspect dimensionnel est pour moi une bonne nouvelle, même si, comme l'ont souligné déjà mes confrères, c'est utilisé de manière réduite. Je pense que comme tout manuel de psychiatrie, et j'insiste là-dessus, tout manuel de psychiatrie, je n'ai pas trouvé actuellement de manuel de psychiatrie francophone qui ne mette pas aussi les gens dans les cases. Donc comme tout manuel, il est critiquable et il a le mérite d'exister et de nous permettre de discuter les diagnostics. De plus, même s'il est très rébarbatif, comme je l'ai déjà dit, bon, ça sent, hein, mais oui, il l'est. Dans la forme, il reste un outil d'enseignement intéressant. Mais c'est un outil et ça dépend comment on l'enseigne et comment on transmet les informations aux étudiants. Si on reprend les domaines qui m'intéressent le plus, par exemple, la dépression. Il y a le syndrome dysphorique prémenstruel. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce syndrome, mais ça a été beaucoup médiatisé. Il y a eu beaucoup de discussions dans la presse, qu'elles soient grand public ou spécialisées. Je pense sincèrement que c'est une question culturelle, parce que chez les Américains, la question du stress, et je ne parle pas du syndrome dysphorique prémenstruel, mais la question du stress prémenstruel est naturelle. Vous avez des milliers de livres écrits sur le sujet. Si vous allez sur Amazon et que vous tapez stress prémenstruel, vous aurez 1000 livres qui apparaissent. Je n'exagère pas, cherchez. Moi, j'ai toujours entendu parler de ça, parce que j'ai été dans le système américain. Donc, résultat, depuis longtemps, en consultation, il m'arrive de demander à une femme où elle en est dans son cycle, lorsqu'elle me dit qu'elle ressent un abattement, qu'elle ne s'explique pas. Le fait de comprendre ça, pour certaines, ça leur explique des choses, ça les soulage. Maintenant, par contre, évidemment, je ne suis pas pour la médicalisation de toute femme qui ressent un abattement au moment de son cycle menstruel.
Donc, tout dépend, encore une fois, de comment je me sers de cet outil. Si on étudie, et je vais rajouter une chose, c'est que si on étudie clairement le syndrome dans le DSM-5, de ce fameux syndrome prémenstruel, on verra que très peu de femmes correspondent à la totalité des critères. Parce que, en gros, si je me souviens bien, il faut être abattu 20 jours sur les 28. Donc, il n'y en a pas beaucoup, hein, quand même. Parce que, non, il y a eu tout un débat qui a dit que des antidépresseurs avaient été créés exprès parce que bon, le milieu pharmaceutique avait besoin d'argent et que donc on avait créé ce syndrome pour ça. Bon. Je vous donne cet exemple qui est un cas simple, mais qui, à mon sens, représente bien les erreurs que l'on peut faire en critiquant le DSM. Si on ne lit que le titre et non les critères ainsi que les explications qui sont rattachées aux critères, oui, nous, Européens, allons trouver ça absurde. C'est clair. C'est un peu la même chose avec le syndrome explosif intermittent. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de celui-là. Parce que j'ai des étudiants qui arrivent et qui me disent « Madame !» Alors, j'ai pu entendre et lire que tous les enfants se retrouveraient dans cette catégorie. C'est pareil, c'est faux. Vous en parlerez mieux que moi, j'imagine. Non, pas. D'accord. Dans ma pratique ou ma vie personnelle, je n'ai pas encore vu d'enfants qui remplissent ces critères. C'est pareil. Lisez, il ne rentre pas dedans. Okay. Donc c'est comme le faux débat autour du deuil et de la dépression. Avant, dès qu'il y avait deuil, dans le DSM-4-TR, la question de la dépression ne se posait que 2 mois après le décès. C'était absurde. Tout ce que disent les spécialistes du deuil est que finalement, on ne peut pas donner le critère temps pour évaluer si oui ou non la personne travaille une dépression en plus du deuil. Et les deux peuvent coexister. Après tout, dépend de ce que l'on fait de cette information. Si je décide que toute personne qui est déprimée a besoin d'un antidépresseur, alors oui, ça devient dangereux. Mais d'accepter le fait que je peux traverser un deuil et une dépression, moi, ça ne me choque pas en tant que thérapeute. Et ça ne me choque pas de me dire je vais surveiller ce patient un peu plus que son voisin. Et puis, aux États-Unis, alors je ne sais pas si vous savez ça, mais il y a ce qu'on appelle des grief therapists, qui sont des thérapeutes qui ne font que ça, qui travaillent que le deuil. Je trouve ça dingue. Parce que... Mais il y a des gens qui font ça. Hein. C'est leur métier, ils ne font que ça. Bon. Cœur bien accroché. Alors, maintenant, revenons aux sujets qui me tiennent le plus à cœur, les addictions et le trauma. En ce qui concerne les addictions, moi, je suis heureuse qu'il n'y ait plus de différence entre abus et dépendance. Avant, on parlait d'abus et de dépendance. Cette différence était, selon moi, absurde. Le DSM-5 parle aujourd'hui de troubles de l'utilisation de la substance, ce qui pour moi est beaucoup trop vague. Pourquoi le terme d'addiction n'a pas été repris, c'est un autre débat et je ne sais même pas répondre à cette question. Concernant les addictions, d'un point de vue pratique, il y a 2 problèmes. Premièrement, en ce qui concerne les addictions comportementales, il n'y a que l'addiction au jeu d'argent qui a été inclus, ce qui n'est pas du tout représentatif des pathologies. L'addiction aux jeux vidéo, aux écrans, au sexe, aux dépenses aurait bien leur place dans ce manuel. L'explication donnée est qu'il n'y a pas assez de recul et d'études sur ces questions. Je ne suis pas chercheur, donc je ne peux pas infirmer ou confirmer ces propos. Deuxième problème, en ce qui concerne les critères actuels de l'addiction, par exemple à l'alcool, les critères sont tellement larges que lorsque nous l'étudions en cours, actuellement, un étudiant sur 2 pourrait rentrer dans les critères. Sérieux, non mais je ne fais pas de l'humour, hein, je vous dis la vérité. Alors, comme disait mon médecin-chef en addiction, ce ne sont pas des addicts, c'est des étudiants. Et, ouais, voilà. Bien entendu, sur le lot, vous trouverez à terme quelques addicts, mais ce n'est pas la majorité. Clairement, les critères actuels sont beaucoup, beaucoup trop larges. Les critères diagnostiques de troubles d'utilisation des substances sont presque identiques à ceux d'abus de substances et de dépendance qu'on avait dans le DSM-4, sauf qu'ils ont été combinés en une seule liste. Ils ont enlevé, et ça c'est très intelligent par contre, le critère de problèmes légaux récurrents, parce que c'est ce qui était dans l'abus, parce qu'ils se sont aperçus que les critères légaux quand même étaient variables d'un pays à l'autre, et que vous avez beaucoup de personnes qui sont dans de l'addiction et qui n'ont jamais eu de problème au niveau légal. Ils ont rajouté un critère très important qui est le craving, qui n'est pas traduit, et donc on dit le craving, et qui veut dire une envie, une pulsion irrépressible de consommer.
Ils ont rajouté les diagnostics de sevrage au cannabis, ce qui est une bonne nouvelle également, puisque effectivement il y a un sevrage au cannabis, à la caféine. Alors, c'est pareil, moi j'ai toujours du mal avec le fait qu'il y ait l'addiction à la caféine, que je ne comprends pas ce que ça fait dans un manuel de psychiatrie. Je ne dis pas qu'il y ait pas, que ça n'existe pas, hein, l'addiction à la caféine, mais ce que ça fait en psychiatrie, je ne sais pas. Voilà. Ensuite, dernière chose, vous avez donc, puisqu'ils ont voulu faire quelque chose de dimensionnel, vous avez un certain nombre de critères qui vont vous indiquer si vous avez un trouble léger, modéré ou sévère. Je ne pense pas que l'addiction modérée existe. C'est mon point de vue d'addictologue, je ne crois pas que ça existe. Si c'est un cas d'addiction modérée, c'est un cas de comorbidité, et donc c'est un symptôme qui est rattaché, par exemple, à de la dépression, de l'anxiété. Soit on est dans de l'addiction, soit on n'y est pas. Alors c'est peut-être un peu radical, mais c'est ce que je vois. Mon deuxième dada, et je vais m'arrêter là-dessus, c'est ce qu'on appelle l'ESPT chez les Français, PTSD chez les anglophones. Alors moi, je me réjouis que cette pathologie ne se retrouve plus dans les troubles anxieux, et que c'est enfin dans un chapitre particulier qui c'est le chapitre du trauma, puisque le PTSD n'est pas un trouble anxieux. Il y a eu plusieurs changements importants. Premièrement, les agressions sexuelles sont clairement nommées dans le DSM-5 comme étant un critère d'inclusion. Et l'autre chose importante, c'est que l'exposition répétitive à de la violence chez des personnes comme les policiers, les pompiers, les grands reporters sont inclus comme étant traumatiques. Et c'est évident. Si vous avez déjà croisé des grands reporters ou des policiers, des pompiers, il y en a beaucoup qui souffrent de PTSD qui ne le savent pas d'ailleurs. Deuxièmement, l'état de peur intense, impuissance ou horreur au moment de l'événement. Donc on disait qu'au moment de l'événement, le patient devait être dans une impuissance, presque une terreur. On s'est aperçu que ce n'était absolument pas un pronostic pour un développement futur de PTSD, et qu'au contraire, vous avez des personnes qui vont être très calmes au moment de l'événement et qui vont développer un PTSD après, et inversement. Donc ça a été enlevé, et je trouve que c'est intéressant. Bon, je ne vais pas vous développer les clusters parce que c'est un peu trop long, mais ce qui est important aussi et qui a été rajouté, c'est que les cognitions négatives et l'humeur négative qui étaient absentes, ou qui étaient en tous les cas pas suffisamment soulignées, et maintenant soulignées. Ce qu'on appelle les cognitions négatives, c'est de ma faute, j'aurais dû me défendre, je suis responsable, et je suis... Bon. Ils ont rajouté 2 sous-types préscolaires et avec troubles dissociatifs. Mon grand regret, c'est qu'il n'est pas inclus ce qu'on appelle le DESNOS, qui est Disorders of Extreme Stress Not Otherwise Specified, autrement appelé les traumas complexes, qui n'ont finalement pas, ne sont pas rentrés dans le DSM. On ne sait pas exactement pourquoi. Ce qu'ils avancent, c'est que le PTSD est le même qu'on ait vécu du trauma complexe ou pas. Dans mon expérience clinique, ce n'est pas du tout le cas. J'ai une jeune femme qui a vécu de l'inceste et qui ensuite a été violée au collège. Enfin bon, un truc horrible, et qui a beaucoup plus de troubles dissociatifs que ce qu'on va appeler un PTSD classique avec un trauma unique. Donc moi je pense que le DESNOS aurait eu sa place, elle ne l'a pas, et je crois qu'il y a des choses aussi qui nous échappent sur le pourquoi certains diagnostics rentrent dans le DSM ou pas. Voilà, je vais finir en vous disant que en consultation, moi je fais de la psychoéducation, comme disait monsieur, il m'arrive de poser des diagnostics, pas toujours, mais quand je trouve ça adapté, notamment dans le PTSD, je pose le diagnostic. Parce que ça permet à la personne de se rendre compte que non, elle n'est pas folle, que oui, elle peut avoir des flashbacks, que même elle peut avoir des hallucinations visuelles, auditives, et que ce n'est pas de la folie, et que pour le coup, ce n'est pas de la schizophrénie, ce n'est simplement du retour de vécu traumatique. Et je m'en sers aussi en addiction parce que ça oblige le patient à regarder la réalité en face. C'est-à-dire à arrêter de me dire que oui, c'est normal de fumer 3 pets par ce soir, madame. Non, c'est pas normal de fumer 3 pets par soir, madame. Voilà. Je maintiens que le DSM est un outil et que s'il est bien utilisé, il peut aider certains de nos patients. Voilà. Merci.